Alors, donc, ma question, moi, quand je t'écoute, c'est alors, disruption ou pas? Je ne sais pas si vous êtes convaincu, est-ce qu'il faut provoquer cette rupture? En tout cas, on se propose quand même de le faire. Quand on se dit, on se lance dans un projet de réseau social d'entreprise, quelle que soit la techno utilisée, quels que soient les moyens. En tout cas, ce qui se pose comme question, c'est le changement culturel que ça impose en interne, chez nous et pour nos organisations. La question qu'on se pose et qu'on va se poser avec Michael Védandrieux, que j'invite à me rejoindre sur scène, c'est est-ce finalement un changement culturel qu'on veut opérer ou bien simplement adopter une culture du changement? Voilà, donc ça c'était le deuxième sujet de dissertation que j'ai lancé à Michael il y a 2-3 semaines, c'est ça, avec le même critère, une demi-heure, pour nous parler de ça. Voilà, on va juste changer de PC, c'est bon, on est branché, c'est parfait. Et merci beaucoup. À toi, Michael. Bonjour à tous pour commencer. Merci beaucoup d'être là ce matin. Je porte le petit châle parce que j'ai un petit peu la voix enrouée. Je m'appelle Michael Dandrieux, je suis directeur associé dans un cabinet d'études qui s'appelle Eranos et dans lequel ce qu'on essaie de faire, c'est un cabinet de sociologie de l'imaginaire, qui est une science un petit peu obscure et qui essaie de comprendre quels sont par le dessous les mécanismes essentiels qui meuvent des comportements de consommation, d'achat, qui peuvent paraître arraisonnés, irrationnels, ou qui peuvent paraître reposer sur des petits moments d'accès de folie douce. Et en fait, si vous vivez dans le même monde que moi, c'est des comportements que vous aurez compris que les sociologies plus traditionnelles ont un petit peu de mal à lever. Et c'est pour ça qu'on a mis au point ce cabinet, avec un, disons, but essentiel, qui est celui d'essayer de décrypter quels sont les imaginaires sociaux. Et les imaginaires sociaux, bien évidemment, qui sous-tendent les actes d'achat sur des marchés, comme notamment les actes d'achat sur des marchés qui sont liés à des imaginaires de la rupture, en particulier technologique. Alors, je suis très content de passer à ce moment-là de la discussion, parce que j'ai un propos qui va compléter, j'espère, harmonieusement le propos qui vient d'être fait, avec quelques petits addendums à côté. C'est un tapis rouge extraordinaire, merci beaucoup de l'avoir produit. À Eranos, ce qu'on a essayé de faire pendant la dernière année, ça c'est ce qui occupe notre temps en ce moment, récupérer chaque petit point que vous voyez là, sont des informations qui étaient envoyées par des investigateurs qui travaillent pour nous dans, pour l'instant, ces 3 grandes parties du monde, en Angleterre, en Allemagne, à Berlin, et puis là-haut en Russie. On a commencé, alors il y a un petit malin qui a tagué des trucs au milieu de l'océan, on a commencé aux États-Unis et puis un petit peu en bas. Et c'est des relevés topographiques qui nous permettent de comprendre quels sont les nouveaux modes de socialité et les nouveaux modes de socialisation, qui sont les modes par lesquels les gens vivent ensemble, trouvent des nouvelles manières ensemble de vivre dans le monde qui est le monde dans lequel nous avons une forme de proie. Et là, vous voyez toutes les informations qui nous ont été envoyées. C'est la meilleure manière que nous, on a trouvé de 2 choses l'une. La première, essayer de comprendre quels étaient les changements structurels fondamentaux et essentiels qui animent la société qui est la nôtre. Et puis, dans un deuxième temps, de faire participer les gens qui travaillent pour nous d'une technologie c'est une application qu'on a développée, qui leur permet en fait de jouer aussi, d'avoir cette approche un petit peu ludique du relevé topographique. Le travail de sociologue, en grande partie, c'est ennuyeux. C'est un peu enquiquinant. On lit des bouquins qui sont un petit peu vieux et poussiéreux. Et comme Marc de Villal le disait avant, on a une grande expertise dans tout ce qui s'est passé précédemment. Et on n'y connaît pas grand-chose. Un petit peu comme Jésus et les gauchos de la Pampa, on fait très attention à ne pas parler du futur pour être sûr de ne pas se compromettre. Donc là, on essaie d'avoir un travail d'expert un petit peu plus proactif. Et la question sur laquelle on m'a un petit peu challengé, c'est ça, c'est la question de savoir est-ce qu'on est dans une phase de changement culturel et qu'est-ce que c'est que accepter cette culture du changement. Alors on va commencer par un fait sociologique qui est quelque chose que vous avez tous sur le bord des lèvres et dont vous faites l'expérience dans la vie de tous les jours. Il y a eu plus de changements dans les 30 dernières années que dans les 100 années qui les ont précédées. C'est une véritable accélération de l'histoire. Alors aujourd'hui, on va essayer de parler de ces 3 choses. La première, c'est quels sont les changements spécifiques à notre époque? De quoi on parle? La deuxième, d'où ils viennent, ces changements? Pourquoi ils se produisent maintenant? Pourquoi est-ce que nous, on a le droit à ceci et pas à d'autres? Et la troisième, comment on fait, nous, pour trouver notre place à l'intérieur de ces changements spécifiques qui sont ceux dont il nous est choix de prendre sur nos épaules? On va commencer par quels sont les changements dont on parle. Alors, je les ai pris un petit peu au hasard sur la grille.
D'abord des changements économiques, le passage d'une société dont on nous avait dit que ça allait être une société d'abondance avec des ressources pratiquement illimitées, une population qui était plutôt réduite et dont on imaginait qu'on pouvait dépenser, qu'on pouvait transformer, qu'on pouvait raffiner au sens pétrolier du terme, non pas à l'infini, mais qu'il y avait un renouvellement naturel qui allait se produire. À une société qui est plutôt une société de rareté, dans laquelle il nous échoit à nous et à cette structure qui est celle dans laquelle on vit, de faire attention, d'économiser, de sauver, d'être éco-responsable, de renouveler, de réencycler, de recycler, de réencycler, c'est-à-dire de prendre des connaissances et de les remettre dans un cycle qui, lui, serait naturel. Passage d'une société de l'abondance à une société de la rareté. Encore au hasard, une société de production, transformation des productions, avec des productions qui sont de l'ordre du localisme. On a beaucoup des informations qui nous sont remontées sur des gens qui font pousser des légumes sur leur toit, qui ont des jardins à côté de chez eux, qui font leur propre alcool, qui distillent, donc qui font leur propre bière, et puis qui travaillent des alambics, qui vont bientôt produire du whisky, et qui veulent se séparer en fait de l'imaginaire. On parlait bien évidemment des imaginaires mythiques, des grands groupes qui nous donnent des produits de masse et de consommation, mais aussi des nouveaux types de production travaillés par des acteurs qui sont des acteurs sociaux, crowdfunding, crowdsourcing, etc., du travail de développement collatéral, la disparition de la notion d'auteur, et puis bien évidemment les imprimantes 3D, avec le fantasme déjà présent de pouvoir soi-même produire les objets à la maison. Et puis par ailleurs, moi qui étais au Fab Lab de Grenoble il y a quelques mois, j'ai vu des gens débarquer dans un Fab Lab avec l'imprimante 3D, une clé USB, et se produire, parce que leur vélo était cassé, et produire une partie de leur vélo directement dans le Fab Lab, la mettre dans le dérailleur et repartir avec. Donc fantasme et réalité. Encore au hasard, passage des valeurs différenciantes du travail, c'est le travail qui va construire la personnalité que je suis, et je m'achève en tant que personne dans cette construction verticale de l'image de l'ingénieur. Chaque année, deviens un ingénieur meilleur sur le plateau qui est le mien, à une valeur complémentaire, c'est-à-dire que bien évidemment, je me construis dans le travail que j'ai, avec ma passion, mes différentes passions, mais ma carrière se construit en zigzag. C'est une valeur qui, à côté d'autres valeurs, sont celles qui me construisent en tant que personne. Changement de l'espace, changement des géographies, un immense élargissement des frontières qui étaient les nôtres, avec bien évidemment, alors c'est marrant, j'ai fait l'erreur où Marc Duvillard parlait de low cost, donc bien évidemment j'ai marqué low cost au lieu de low cost, avec les prophéties autoréalisatrices, avec la réduction des coûts du voyage, avec les générations Erasmus, c'est-à-dire des générations pour lesquelles il est naturel de posséder des amis, des relations amoureuses et émotionnelles fortes dans des pays et des langues qui ne sont pas les pays et les langues dans lesquels ils ont grandi. C'est-à-dire des moments qu'un moment constructeur et fondateur de la construction de l'identité personnelle qui est l'adolescence, où on rencontre des gens qui vont nous marquer à vie, où on apprend l'amour, on apprend le désir, on apprend la liberté et la singularité, qu'on expérience dans des langues et dans des pays, dans des géographies, sous des climats qui ne sont pas les nôtres. Une génération qui change radicalement la conception de l'espace, de ralentissement, de rétrécissement et de l'agrandissement de l'espace. Et bien évidemment, les transculturalités multiples qui opèrent à ce niveau-là. Un changement qui est un changement de l'idée de la possession, avec la vieille idée de la thésaurisation, encore une fois, un truc où on empile et de manière verticale, on fait plus, et puis encore un peu plus l'année prochaine, et encore un peu plus, et on construit du patrimoine qu'on va pouvoir léguer, avec en fait un travail de possession qui est un travail de transit, accélération des cycles de vie des objets qu'on utilise. J'ai tel modèle de téléphone qui sera tel modèle l'année d'après, qui sera tel modèle l'année d'après, et on a intégré que ces modèles sont changés, et que par conséquent, l'idée du trésor, qui est aussi liée bien évidemment à l'idée de l'espace, c'est aussi un poids, c'est-à-dire qu'on n'a plus envie forcément d'accéder à la propriété, puisque c'est aussi une propriété qui nous enracine de manière dont on peut imaginer qu'elle est négative, alors que finalement le transit, c'est un truc de nomadisme, c'est un truc de facilité, et puis du déplacement, et puis on revient dans une espèce de l'habilité de la personne. Changement de possession, changement du savoir. Un rapport que j'ai lu l'année dernière sur la donnée qui indique qu'on a produit plus de data en 2012 que dans l'histoire intégrale de l'humanité. Avec ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la data, est-ce que c'est en calcul sur le numérique, mais c'est quand même une donnée extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a un rapport au brassage d'informations qui change radicalement, et bien évidemment avec un regard sur la perspective du futur. Un changement dans l'éducation. La loi des pairs, qui était une loi verticale, qui était une loi dans laquelle on acceptait l'expérience de la personne à qui on cédait finalement les clés de l'enseignement, à une loi des pairs, avec ce jeu de mots, c'est-à-dire plutôt une loi horizontale dans laquelle des petits groupes de gens, entre eux, construisent des forums, critiquent, recritiquent, donnent des avis et se construisent une opinion sur des choses de la vie quotidienne, des produits, des forums de santé, dans lesquels on échange des problèmes qui sont ultra intimes, qui sont des problèmes de l'ordre de la peau, de l'ordre de la santé, de l'être du soi, donc des choses extrêmement intimes qu'on va livrer à des gens qui sont des inconnus. Et enfin, et ça relie aussi le problème du savoir, la question de la mémoire collective. Vinton Cerf a donné, il y a quelques semaines, presque un mois, au Guardian, une interview dans laquelle il dit qu'il est
inquiet pour la question de la sauvegarde de l'information, parce qu'on a produit plus de données en 2012 que dans l'histoire de l'humanité. Et c'est la première fois où le digital, contrairement à l'analogique, qui implique une perte, c'est-à-dire que ça fait 4000 ans qu'on fait des clés, et ça fait 4000 ans qu'on est bien évidemment frustré du fait que la copie de la clé de la copie de la clé en fait, ne passe plus dans le pen de la porte. Et la clé ne s'ouvre plus. Donc cette approche au digital, qui est une approche évidente de la corruptibilité de l'information. On sait que les objets périssent, remplacés pour la première fois de l'histoire par l'avènement du digital, où on nous dit, puisque les choses sont ce qu'elles sont, c'est un 1 ou c'est un 0, on va par conséquent les garder pour toujours et elles ne se reproduisent pas. Tel fichier que vous copiez est exactement égal au fichier que vous avez copié. Et donc le problème de la source, le problème de l'original change, le problème de la mémoire collective est posé. Est-ce qu'on lègue exactement les mêmes choses? Est-ce qu'elles ne sont pas altérées par le temps? Avec ces deux enjeux qui sont des enjeux presque philosophiques. Le premier, comment on fait pour gérer le problème de la mémoire collective? Comment on fait pour passer de l'info? Est-ce qu'il faut tout passer? Est-ce qu'il faut tout garder? Et le deuxième, qui est un problème d'ordre physique, c'est qu'en fait, c'est pas vrai. Il y a de la corruption de data numérique, il y a du bitrot, on perd de la data. Il y a aussi de la donnée que vous avez chez vous sur des supports qui ne sont plus lisibles, ou alors qui sont encodés bien évidemment en digital, mais dont on a perdu l'interpréteur. C'est-à-dire que le logiciel lui-même n'existe plus. Donc en fait, on connaît la donnée, mais on ne peut plus la lire. Donc, tout ça sont les changements dont on parle et qui sont les changements qui sont les nôtres et qu'on vit dans la vie quotidienne, sans oublier bien évidemment, j'ai pris les plus gros et bien à côté pour ne pas avoir à en parler, la santé, la famille, le projet politique dont on connaît les transformations. Donc, la première chose qu'on a envie de se poser face à tous ces changements, c'est de savoir est-ce que ces changements sont produits à notre génération, maintenant nous, à l'après-guerre, au début du XXe siècle, disons après les 3 grandes baffes, la découverte de l'inconscient, le principe d'incertitude, etc., donc entre 1907 et 1914, est-ce qu'ils se sont produits parce que tout ce qui était mis en place avant ne marchait plus? Alors on peut faire le petit calcul, ça voudrait dire qu'on a produit un élargissement de l'espace parce qu'on trouvait que les frontières étaient trop petites et qu'on était à l'étroit à l'intérieur du monde dans lequel on vivait? Pas forcément. Est-ce que ça veut dire qu'on produit nos légumes et nos radis parce qu'on était totalement mécontents de l'industrie qui a quand même permis un élargissement de la population, un hausse de la qualité de la santé incroyable? Pas forcément. Est-ce que vraiment on produit de l'imaginaire du transit et de la passation d'objets et de possessions contre le trésor parce qu'on s'est dit avant que le trésor c'était problématique et vraiment lourd? Pas forcément. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de mal à avoir une éducation dans laquelle il y a une loi des pairs, donc à un moment donné un côté qui tranche? Jung parlait de la figure de Philémon, c'est la figure quand vous rêvez de cet homme barbu ou de ce vieil homme qui vient vous dire il y a quand même une fonction de coercition, c'est-à-dire d'apprentissage un petit peu structuré. Pas forcément. Économie d'abondance, est-ce que finalement c'était mal d'avoir énormément de choses? Pas forcément. L'économie du travail, encore avec cette valeur dont dont nous parlent nos politiques. Est-ce que véritablement on produit cette data et on est à l'aise avec elle? Pas forcément. Et enfin, le problème du digital et de l'analogique revient avec ces mythologies de l'âge d'or dont Marc de Villard a parlé précédemment et qui nous disent qu'on aime tellement mieux le petit craquement de l'analogique. Alors pas forcément. Si on a essayé de remplacer tout ce qui était dysfonctionnel, ça nous permet aussi de se poser la question, qui est une vieille question, de savoir pourquoi est-ce qu'on attribue aux générations qui sont les générations précédentes tous les questionnements, tous les doutes et tout le poids qui échoit sur la culture qui est la nôtre. En fait, c'est un vieux fait, puisque Emmanuel Berle, qui est un essayiste français, écrit juste après-guerre, 1948, « Aux hommes qui nous ont précédés et à ceux qui, encore aujourd'hui, semblent emporter les couleurs, on attribue la décadence, la crise, tiens la crise, c'est la première fois qu'on entend la crise, la diminution des vertus. Mais déjà au XIe, au XVe siècle, quand l'Europe romaine voyait sa richesse disparaître, ses routes s'effondrer et les barbaries l'envahir, elle disait « le monde vieillit ». Encore une fois, on retrouve cette litanie de « c'était mieux avant, on avait quelque chose qui au moins fonctionnait, quelle est la place qui est la nôtre dans une époque qu'on ne comprend pas ». Comme si on était un peu à l'image d'adolescents, au sens, disons, biologique du terme, à se poser la question de savoir quel est le monde qui nous attend, quelle est notre place dans le monde qui nous attend, où on imaginait, vous savez, qu'on grandit avec nos parents et on se dit ils connaissent tout, ils ont le secret, les clés du monde. Quand on a 15 ans, 16 ans, ils savent tout, et donc du coup, je me fie à eux. Et puis on se rend compte quand on a 17, 18, 20, 21, qu'en fait, nos parents, ensemble, ils n'en savaient rien, ils ont fait avec ce qu'ils avaient, et puis qu'en plus, ça marchait. C'est-à-dire que, bon an, mal an, on a réussi à habiter la vie dans laquelle on était. Ça nous permet de poser la question de savoir quelle était l'époque qui nous précédait. Alors nous, on travaille dans des cycles qui sont des cycles durandiens, c'est plutôt 80 ans à peu près, mais c'est des cycles qui peuvent rebondir, réapparaître, c'est un truc spiralesque, c'est-à-dire qu'il y a l'éternel retour du même et diverses interprétations du même phénomène social. La modernité, pour le dire rapidement, c'est une construction sociale dans laquelle le paradigme dominant était celui du « en tout temps et en tout lieu ». Donc ce projet était celui du bronze de l'éternité, produire quelque chose qui allait durer pour toujours.
Le meilleur exemple qu'on pourrait donner, c'est cette production allemande d'appareils photo qui s'appelle Leica, une production extraordinaire dans laquelle, si vous n'en avez jamais acheté un, vous n'en avez jamais acheté un deuxième, parce que vous n'avez jamais eu besoin d'en acheter un deuxième. C'est un grand échec de point de vue de l'industrie. Du coup, il n'y a pas de réassort. Et comme le marché diminue, puisqu'en fait le marché était déjà réduit de gens qui pouvaient se payer un appareil comme celui-ci, les gens n'ont pas besoin d'un deuxième, il faut trouver un nouveau pilier pour arriver à réinjecter une envie ou du désir. Et le problème, c'est que le principe de la modernité, c'était de régler les problèmes les uns derrière les autres. Et une fois qu'on les aurait tous réglés, on serait dans un moment de calme. Et on a un mot coquet pour reprendre un peu le discours de Marc de Villard juste avant, c'est l'endemain qui chante, cette projection politique qui va réussir, cette construction de la famille qui arrivera à un parachèvement de soi, cette réalisation de la personne. On appelle ça, c'est un mot un peu coquet, c'est les sotériologies, c'est les discours du salut. C'est-à-dire qu'arrivera à un moment donné quelque chose qui sera le terme. Et si tu fais tout ce qu'il faut, on te donnera, tu parviendras à cet état de félicité. Et ça, c'est vraiment le projet de la modernité. C'est un projet de la modernité qui est vieux comme le monde. Le principe d'une culture, c'est l'expression d'un paysage qui s'étale dans l'espace, c'est-à-dire, bam, ça advient. À un moment donné, il y a une disposition d'espace, il y a une nappe phréatique qui coule, et il y a un champ, et les gens arrivent, on investit, et on fait pousser des choses, pour reprendre une métaphore un petit peu agraire, et sur cette nappe phréatique, ça pousse, et puis à côté, il y a des roches calcaires, ça ne pousse pas. Pourquoi ça pousse là et ça ne pousse pas là? Parce qu'à un moment donné, il y a une nappe phréatique, on ne la voit pas, mais c'est là que ça pousse. Donc, du coup, on va garder cet espace-là. Donc, l'expression d'un paysage qui s'étale dans l'espace, et soudain, s'insère dans la durée. Il y a une perdurance. Les générations suivantes qui arrivent se trouvent avec du grain qui pousse à un endroit donné. Et leur travail est de faire perdurer ce donné, c'est-à-dire qu'il y a du donné, des choses qui sont là. Or, ce n'est pas exactement ce qu'on voit avec la culture qui est la nôtre, puisqu'on n'est non pas dans un travail qui est un travail de perpétuation du don et du legs qui nous a été, mais exactement, je l'aurais dit encore pour la fine bouche, il y a ce terme qui est très très étrange de Jung, du psychanalyste Jung, qui est l'éniantodromie. Éniantos, c'est la course, dromos, c'est l'inverse, pardon, dromos, c'est la course, et l'éniantodromie, c'est la course dans le sens inverse. C'est-à-dire que tout indique étrangement qu'on vit dans un moment de la culture dans lequel on repousse toutes les constructions qui ont été les constructions dont nous sommes en fait les héritiers. C'est-à-dire les constructions industrielles, mais c'était pas bien parce qu'on a pollué la planète, les constructions qui ont été des constructions structurelles, immobilières, mais c'est pas bien parce qu'on a occupé de l'espace, alors maintenant on est enfermé, les constructions qui sont des constructions commerciales, c'est pas bien parce que ce sont des grands groupes, alors du coup on n'en veut pas. Le biologique, l'agriculture steinérienne, qui est de la superstition extraordinaire, et de la superstition qui marche. C'est les plus belles superstitions, c'est la magie, c'est le retour de la magie. L'organique, les vins vivants, si vous en buvez, avec ce truc extraordinaire c'est le vigneron qui lui-même va avec ses petites mains faire. Il n'y a pas de sulfate, donc il n'y a pas de produits chimiques, parce que l'industrie chimique, c'est le mal, on a pollué les rivières, etc. Donc on est dans un moment de l'histoire dans lequel non seulement on s'inscrit en faux contre la génération qui est celle d'avant, et en même temps, pour s'inscrire en faux, on refuse le donné, l'acquis, le structuralisme, l'imposition, le canon, et on fait de l'anomique. C'est-à-dire qu'on fait du déplacement, du mouvement, du nomadisme, etc. Le problème, c'est qu'on est aussi câblé différemment. Là, je me fais une réputation, je pense, avec des slides obscurs. Je suis très ravi de faire ça ce matin. On est câblé différemment. Il y a ce processus psychosociologique que si vous avez fait un peu de psychosociaux, vous connaissez, parce que c'est un vrai classique, et qui s'appelle la dissonance cognitive. Il y a deux manières de l'expliquer. La première, elle n'est pas très marrante, c'est toute votre vie, vous avez véritablement souhaité obtenir cette Porsche, qui est la voiture extraordinaire que vous avez toujours voulu avoir. Puis, à un moment donné, vous avez la Porsche, il y a une petite maison de campagne, vous prenez la Porsche, vous conduisez, vous partez. En fait, la Porsche, vous vous rendez compte qu'elle ne servira qu'à arriver à la maison de campagne, il n'y a pas d'autre trajet pour la faire, ça consomme trop à Paris, ça ne sert à rien. Quand vous arrivez à la maison de campagne, vous sortez de la Porsche, et là, vous avez un mal de dos impossible, parce qu'en fait, ce n'est pas du tout fait pour ça. Et le problème, c'est que c'est l'intégralité de votre existence qui se retrouve concentrée dans cette dissonance essentielle du fait que vous vouliez cette Porsche il y a 20 ans que vous souhaitez d'avoir ce truc, et puis en fait c'est dysfonctionnel, ça ne marche pas. Et vous devez opérer à un ajustement. Et dans cet ajustement, il y a une perte. C'est-à-dire que vous devez trancher en disant par exemple « Ah bah désolé, en fait, c'était pas la Porsche que je voulais ». C'est très dur de renoncer à 15 ans, 20 ans d'une construction idéale, d'un imaginaire, de désir. À 15 ans de désir, très très difficile. Ou alors, vous fermez la porte et vous vous dites bah, « c'est pas grave, à chaque fois que j'irai à la maison de campagne, eh bien, ça fera mal au dos ». C'est totalement contre-indiqué, c'est absurde de faire ça. L'étude de Léon Festinger, que je vous enjoins à la lire, elle est merveilleuse, c'était sur c'était un groupe aux États-Unis, on ne peut même pas dire des Amish, mais c'était un groupe de personnes qui pensaient que la fin du monde allait se produire.
Et ils étaient persuadés, ils avaient une date et une heure. Alors ça, c'est les mieux. Donc les psychosociologues les ont étudiés, ils les ont regardés, ils se sont assis parmi eux en disant mais qu'est-ce qui va se passer quand rien va se passer? En fait, rien s'est passé. La première chose, il y a eu du refus. Quelqu'un est venu en disant non, la pendule avance de 10 minutes. Ah d'accord, alors, ils ont attendu. Au bout de 4 heures, ils ont pleuré. Et puis au bout de 8 heures, un grand phénomène par écriture spontanée est parvenu au gourou et il a écrit qu'en fait, ils avaient épargné la Terre, les extraterrestres n'allaient pas venir, le fin du monde n'aurait pas lieu et c'était grâce au groupe qui avait attendu et qui s'était assis là. Donc on reconstruit et on accepte de manière totalement contre-intuitive la cohabitation de deux phénomènes qui sont essentiellement antinomiques. Et ça, c'est l'enjeu qui est l'enjeu de l'époque dans laquelle on vit. C'est-à-dire, non seulement on s'inscrit en faux contre tout ce qui a été produit dans les générations qui ont été précédentes, et en même temps, il faut faire avec. Parce que c'est là, c'est du donné, c'est coparticipatif, non seulement des structures sociales dans lesquelles on vit, mais aussi des personnes qu'on est, parce que c'est pas si loin que ça. Et puis des structures du travail dans lesquelles on est, qui sont en train de changer, mais qui sont en pis-aller, peu à peu. Parce qu'il n'y a pas de ces ruptures radicales, il faut être prêt et construire cet imaginaire social de la préparation. Et comment est-ce qu'on a fait, nous, pour construire, pour rééquilibrer ces deux énergies qui sont contradictoires? Et là, on la retrouve, notre copine, la crise, avec cette ambivalence incroyable de fascination et de repulsion de la fin du 19e siècle et du 20e siècle pour l'idée de la crise. Alors la crise, c'est quoi? C'est ça. C'est à un moment donné où il y a un pic très haut et on sait qu'on est quelque part sur la pente du haut, que ça va redescendre et que quelque chose va se produire. On ne sait pas trop quoi, on a un peu peur et du coup, ça met un peu de panique au sens de la panique sociale. La crise de quoi? La crise moderniste, grand changement d'époque. La crise conciliaire, la crise iconoclaste, flûte, les images, c'est pas bien. La crise existentielle, on a peur pour soi. La crise d'angoisse, on a peur physiquement. La crise d'adolescence, on a peur parce qu'on va grandir. Crise de la quarantaine, on a peur parce qu'on est trop vieux. Crise d'adolescence, on a peur parce qu'on est trop jeune. Crise de la quarantaine, on a peur parce qu'on est trop vieux. Crise d'anxiété, on a peur parce qu'on a peur. Crise de panique, on a peur parce qu'on a peur d'avoir peur. Crise de la masculinité, on a peur parce qu'on est un garçon. Crise politique, on a peur parce que tous ensemble, ça marche quand même pas. Crise économique, on a peur parce qu'on a tout fait bien et pourtant ça ne marche pas. Crise monétaire, crise financière, même chose. Crise systémique, on a peur parce que c'est la crise partout, avec toutes les crises qui sont les crises précédentes. Crise du logement, il n'y a pas assez d'espace, on ne sait pas où mettre les gens. Crise bancaire, les gens nous donnent des sous mais on ne sait pas quoi en faire. Crise du disque, on a envie d'écouter de la musique, ça marchait jusqu'à maintenant, il y a un changement de modèle, comment on fait pour rémunérer les artistes. Crise pétrolière, flûte, on a essayé que ça marche le plus longtemps possible, on s'est rendu compte que on a gratté et maintenant ça ne marche plus. Crise alimentaire, on savait qu'on avait fait des trucs pas très bien, ça nous retombe sur le coin de la gueule. Crise sanitaire, crise alimentaire, crise de natalité, crise d'extinction, on vit trop longtemps, on vit pas assez longtemps, on n'a pas assez d'énergie, l'écosystème dans lequel on est en crise, etc., etc. Voilà. Donc ça vient de Wikipédia, c'est la liste des types de crises dont pratiquement 80% ont été inventés dans les 50 dernières années. Ambivalence entre la fascination et la répulsion de la crise. On est content parce qu'il y a un changement, et en même temps on a peur parce qu'il y a un changement. Et donc il faut arriver à trouver cet équilibre sur l'un et l'autre. Le problème, c'est que si on regarde l'époque dans laquelle on vit, elle a plutôt cette tête-là. C'est-à-dire que ce n'est pas une crise, c'est un grand, grand changement. Et la question de la culture du changement ou du changement de la culture dans laquelle on est, c'est celle-ci. C'est de se rendre compte que notre culture est elle-même structurellement une crise, puisqu'elle est le moment de rencontre de l'acceptation ou du refus des cultures qui nous ont été léguées et qui sont les précédentes. Et si on regarde la culture telle qui est la nôtre et qu'on en parle sous le terme de crise, moi j'aurais plutôt tendance à dire, pour prendre une métaphore alluviaire, qu'elle ressemble plutôt à la crise, qui est ce petit ruisseau que vous avez probablement, devant lequel vous êtes probablement passé, dans l'Aisne, et qui est l'une des rivières très régulières. C'est-à-dire que, ironiquement, on l'appelait la crise parce qu'elle est très très simple, elle n'est pas en crue, elle coule tout le temps, rien ne s'arrête, etc. Et on a plutôt une structure sociale qui ressemble à ça, et qui s'installe dans la crise. C'est extraordinaire, comment est-ce qu'on peut s'installer dans un moment qui est un moment de rupture? Et pourtant, c'est ce qui est en train de se passer. Ce qui veut dire que l'ADN essentiel de ce moment de notre histoire est un ADN du changement. Et que donc, la culture du changement, ça n'est pas de voir que l'on passe de quelque chose à autre chose, mais d'accepter que c'est à l'intérieur de la structure même de ce qu'on vit qu'on a pris l'idée du changement. Et pourquoi on a fait ça? Tout simplement parce que Marc Duvillard a dit un truc très 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 juste tout à l'heure. Les petites phrases qui peut-être passent inaperçues. Les mythes sont contradictoires. Les mythes sont essentiellement des histoires contradictoires. Il n'y a pas un seul mythe de l'humanité qui est un mythe homogène. C'est tel fils de Dieu qui est aussi un être humain. C'est tel dieu du tonnerre qui est aussi le son et aussi un éclair. Dans toute la construction mythique, il y a cette idée du paradoxe. Et le problème, c'est que le centre de la modernité et des générations qui nous ont précédés, ça a été d'évacuer
cette idée du paradoxe. Et du coup, on n'a plus retrouvé ce contact avec l'idée qu'une chose pouvait être une autre chose en même temps. Et si vous regardez, sans vouloir faire un cours de sociologie des médias généraux, mais toutes les formes de fiction qui ont été, disons, qui ont eu du succès ou qui ont rencontré un succès dans les 30 ou 40 dernières années sont des formes de fiction dans lesquelles ce sont des personnages, mais ils ont des super pouvoirs. Ça leur arrive comment? Parce que c'est pas important, ils sont des mutants, ils sont fait piquer par une araignée radioactive, etc. Le problème n'est pas là, ils se lèvent un matin, ils ont des super pouvoirs. Toute la construction des BD, des comics, des films de super-héros repose sur ça. Le réalisme magique, pratiquement l'intégralité de la production du réalisme magique du sud-américain, donc Borges, Adolfo Bioy Casares, italo-américain, etc., dont on doit le succès à des traducteurs français. C'est parce que ça rentre en écho avec ce besoin qu'on a de retrouver cet aspect essentiellement polymorphique des choses, qu'une chose peut être une chose et une autre en même temps. Le succès de la pénétration en France, et en premier presque essentiellement en France, des idéologies et des constructions fictionnelles qui sont des constructions fictionnelles asiatiques, notamment la pénétration dans les années 80, fin des années 80, début des années 90, du Japon, avec toute la culture manga, les dessins animés du Club Dorothée, faut-il les citer, qui ont fait une grande chose pour la France à ce moment-là. C'est-à-dire importer des moments dans lesquels le petit garçon est aussi le dieu de la rivière et aussi un dragon. Et ça pose aucun problème, en tout cas aux enfants, parce que si vous les mettez devant un dessin animé japonais, ils acceptent tout, ça marche. Mais nous, on nous a appris à nous méfier du paradoxe. La construction identitaire de l'homme moderne, c'est d'avoir appris à se méfier des choses qui étaient une chose et une autre. C'est-à-dire qu'on tranche, on analyse. Étymologiquement, on dissout. Et à partir du moment où on accepte qu'une chose est une autre chose, il y a la peur de l'infantilisation. On reviendrait à cet état un petit peu étrange ou un petit peu caca, où on redeviendrait un enfant. Et ça, c'est dangereux. Et ça crée de la panique. Et ça, c'est l'essence de l'époque dans laquelle on vit. En même temps, on sait qu'on en a besoin, on a rapatrié cette culture et cette fréquentation quasiment quotidienne du paradoxe, et en même temps, on en a peur. Parce qu'on sait qu'il y a la possibilité de la bascule avec ce réenchantement dans quelque chose qui est véritablement de l'ordre de l'infantilisation. On ne peut pas le dire mieux, je pense, que la phrase de mon maître à la Sorbonne, qui est Michel Maffezoli, qui a beaucoup travaillé sur ça. L'évasion, dans un livre qui a été donc paru en 1997 et qui portait sur cette question du changement, et donc sur le nomadisme et la circulation, l'évasion par n'importe laquelle des formes du déplacement. L'évasion, c'est-à-dire qu'on part de quelque chose, devient une nécessité lorsque tout se codifie, se sclérose. À partir du moment où on impose quelque chose à quelqu'un, vous allez avoir cette déniantodromie dont on parlait tout à l'heure, il va partir dans le sens contraire, parce qu'il n'y a plus d'espace de liberté, il n'y a pas d'espace d'expression. Et ce qui pose la question qui, pour moi, ou pour nous sociologues, est la question essentielle, et qui est aussi la question que chacun de nos clients, ou les gens qui font des productions de services, qui font du design relationnel, ou qui font des produits, se posent, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour vivre dans une époque, non seulement qu'on n'a pas choisie, dont on hérite, c'est quand même un classique, et dont tout semble indiquer qu'elle refuse son héritage. C'est-à-dire comment on fait pour trouver sa place à l'intérieur de quelque chose qui est là, parce qu'il y a du donné, et il faut faire avec, et en même temps, on n'est pas totalement fan de ce qui nous a été légué. Je vais le faire en 2 points. Le premier point, c'est un point technique, et puis le deuxième point, c'est un point un petit peu éthique. Pour compléter ce qui a été dit tout à l'heure sur la question de l'innovation, j'irai très vite parce que ça a été très bien dit et de manière très ample. Il y a une toute petite chose, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'étymologiquement, innovare, c'est produire de la nouveauté, mais de l'intérieur. Il y a ce in dedans. C'est-à-dire que novare, innovare. C'est in, il indique une chose qui est essentielle. C'est que pour faire quelque chose soit de nouveau, soit d'acceptable, soit qui trouve sa place à l'intérieur du marché qui est le nôtre, il faut être capable de se réenraciner et de retrouver ce qui est de l'ordre du donné. Ce blé qui a poussé sur la nappe phréatique, ce qui participait précédemment à nous de la culture qui était la culture qu'on nous a léguée. Et donc renouer avec une forme d'acceptation de ce qui ont été les cultures précédentes. Et là, on est dans ce moment dans lequel, si vous prenez par exemple sur un milieu sur lequel on a bien étudié, qui est le milieu du vin nature, vin traditionnel, vin nature, vous savez, vin traditionnel, c'est cette question de très très longues années de travail sur la terre, avec un travail technique, scientifique et exceptionnel, les sommeliers qui connaissent très très bien la chimie du vin, qui de la même manière savent exceptionnellement bien comment doser, qui connaissent très bien le soufre, qui savent que pour perpétuer leur vie, non pas sur 50 ans, mais sur 100 ans, 200 ans, qui ont des vignes qui sont 3 fois centenaires, ils doivent sulfater, donc ils doivent ajouter ce produit chimique qui, dans le fond, tue, c'est-à-dire que c'est un produit qui tue la vie, contre des vignerons qui n'ajoutent rien ou qui essaient de ne rien ajouter, qui mettent de la verveine dans leurs champs, qui ont des coquelicots sauvages qui sont absolument magnifiques. Je vous enjoins à aller voir les vignes cadurciennes, c'est d'une beauté incroyable, et qui s'opposent tous les deux de manière violente, parce que l'un refusant très régulièrement, de manière en bloc, de manière brutale, le legs qui a été celui
des générations précédentes. Et il faut encore trouver cette cohabitation harmonieuse des contraires. C'est-à-dire que, étrangement, pour retrouver le chemin vers le paradoxe, pour être capable d'accepter le monde dans lequel on vit, on a, de manière unilatérale, et non pas paradoxale, évacué la génération qui est la génération précédente. Et ce qu'il faut arriver à faire dans cette innovation, c'est arriver à se réancrer, ce que Michel Maffezoli appelle un enracinement dynamique, être capable de trouver ses racines tout en se déplaçant, donc de se souvenir d'où l'on vient, se souvenir aussi de pourquoi on en est parti, de qu'est-ce qui a tranché à ce moment-là. Et en termes de production de design de service, de design relationnel, d'idées de produits, c'est pas de venir avec le super produit, la killer machine, l'application incroyable que personne n'a jamais vue. Ça existe. C'est le concours Lépine. C'est la machine avec 93 boutons sur le devant du magnétoscope. C'est extraordinaire. Ça fait tellement de choses. Parfois, on oublie le nombre de trucs que ça fait. Le problème, c'est que personne ne sait s'en servir. Et donc, il faut être capable de trouver cette écoute qui est l'écoute de l'époque dans laquelle on vit et qui est aussi l'écoute du marché, qui est le marché qui va nous demander telle chose et qui va, à la fin, je le répète parce que, encore une fois, ça a été très bien dit, statuer et juger de la pertinence d'une offre, d'une manière dont elle a été vendue, d'une manière dont elle a été discutée. Donc ça, c'est la première chose. Comment faire pour vivre dans une époque qui n'est pas la nôtre? La première, accepter les choses qui ont été les choses précédentes, avoir la capacité de les regarder en face, avoir la capacité de faire les erreurs qui sont nécessaires pour produire le travail qui donnera les fruits, qui seront ensuite les usages de demain, les services et les produits. Et la deuxième, c'est un truc un peu plus éthique, le travail de coparticipation de l'époque dans laquelle on vit. Et c'est une anecdote que je rencontre pour la première fois, je ne sais pas pourquoi je m'en suis passé avant, parce qu'elle est très très belle, et qui m'a été dite justement dans l'une de ses visites dans les vignes cadurciennes par un type qui fait des vitraux, et qui, au moment où il me serrait la main, m'a pris la main et m'a raconté, m'a donné cette manière un peu magique de participer à la culture qui est la nôtre. Et il m'a dit ça, il m'a raconté l'histoire de cet homme qui fait le projet de ravauder une maison. Le terre de sienne des parois, charpente de bois, le toit à double pente occupe ses années. Et lorsqu'il a terminé, un villageois vient et lui demande « Pourquoi est-ce que vous avez mis tant d'obstination à reprendre des murs qui ne sont pas de votre famille, dans un village dans lequel aucune dette ne vous lie, sous un soleil qui ne vous a pas vu naître? Pourquoi est-ce que vous avez mis tant de travail dans quelque chose qui n'est pas de vous ?» Et l'homme lui répond tout simplement « Chez moi, c'est là où je donne. » La coparticipation de l'époque dans laquelle on vit, en tant que producteur de services, en tant que producteur de design relationnel, en tant que producteur d'objets, en tant que gens qui modifient les usages, qui rendent de la manière la plus insidieuse et en même temps extraordinaire dans les comportements quotidiens des gens qui sont vos clients, c'est de donner, et de donner à cette époque qui est la vôtre. Je crois que je suis dans les temps à peu près. Du coup, je me permets de vous remercier pour votre attention de ce matin. C'était la course, mais j'étais dans les temps, non? Oui, on avait pris du retard de toute façon, mais c'était pile poil dans les temps. Merci beaucoup. Bien, après ces deux exposés riches en informations, eh bien, je vous annonce qu'il y a là une petite pause. On va la faire courte, la pause. Vous avez du café dehors qui vous attend. Et on va revenir à 11h30 pour réattaquer sur les témoignages clients. Donc on commencera par une intervention plénière de Zoé Mackay d'INSEAD et ensuite on enchaînera sur la table ronde et on pourra conclure ensuite sur intervention Microsoft pour conclure la matinée sur la vision et la stratégie de l'entreprise sociale. Dehors, donc vous avez café, boissons qui vous attendent pour une petite pause, vous rafraîchir. N'hésitez pas à utiliser le Sharing Box qui est un espèce de photomaton à écran tactile dans lequel vous pouvez vous prendre en photo, tweeter, l'envoyer directement sur Facebook pour garder un petit souvenir de votre passage ici au Getting Social Roadshow. Merci beaucoup et allez récupérer votre t-shirt si vous ne l'avez pas eu ce matin. À tout à l'heure.